d'envoyer un courrier internet. Vous l'avez effectivement reçu. Oui, vous l'avez pu déchiffrer. Oui, d'accord. Vous avez pu ouvrir la pièce qui était là. Non. Ah bon. Pourtant, c'était un document Word. Il y en a qui ont réussi à ouvrir. Oui. C'était pas point doc, c'était point date. Et j'étais obligé de mettre dans Windows, il fallait qu'il s'ouvrait avec ouvrir avec, et avec Word ça marchait. Mais... Oui, bah oui, normalement c'est. Oui, enfin, c'était pas la bonne. Oui, c'était bizarre, moi j'arrivais pas à le faire. Ah bon. Je peux pas le faire. Si. Enfin, je pense que normalement tout le monde devrait pouvoir l'ouvrir. Enfin bon, ça. Ok. D'accord. Bref, mais cela dit, tout le monde l'a pas eu parce que j'avais pas l'adresse de tout le monde. Hein. Donc voilà. Bon. Il y a des gens, tout le monde a une adresse internet. Hein. En tout cas, non. Enfin, moi, j'avais pas. Peut-être qu'il y en a certains. Parce qu'en fait, je me suis réutilisé vos fiches du début de l'année. Sur les fiches du début de l'année, tout le monde n'avait pas communiqué l'adresse internet. Alors peut-être que certains en ont mis depuis. Enfin bon, peu importe. De toute façon, c'est pas très important. Enfin voilà. Donc, je sais pas. Est-ce que Oui, il faut parler au début. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, est-ce que tu veux que ce soit moi? Ah oui, non. Oui. Je pense que c'est bien que ce soit toi qui commence. Simplement, au niveau technique, ceux qui sont au dernier rang, est-ce que vous voyez bien parce qu'il y a des moments enfin, dans le film, il y a des choses à lire, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que là, quand on est loin comme ça, c'était quand même très petit comme technique. En plus, je n'ai pas vraiment capté qu'on est. Il faut peut-être approcher. Oui, on pourra toujours. Voilà. Mais je n'avais pas capté qu'on était dans cette salle. Je pensais qu'on était dans la salle 215 aujourd'hui. Ça aurait été mieux, mais enfin. Peut-être à pousser un peu par là. Puis on a fermé. À mon avis, plus là. Plus centré. Alors, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que sur ce téléviseur, il y a ce machin qui est en permanence. Et là, oui, mais alors c'est peut-être avec la télécommande. C'est pas possible. Et là, j'ai pas pensé à ça, parce que là, on peut pas. Je sais pas comment le faire disparaître. Ah, mais tant pis. Bon, voilà. Bon, alors donc Gérard Courant, qui est ici présent. Alors, Gérard Courant, oui. Non, je te laisse parler. Enfin, moi j'ai tenu à ce que vous le rencontriez parce que Gérard Courant est un cinéaste différent, entre guillemets, est un cinéaste non conventionnel qui ne correspond pas à l'idée qui traîne peut-être un peu dans les médias de ce que c'est qu'un cinéaste. Encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon. Et pour résumer, on peut dire que Gérard Courant est un franc-tireur du cinéma. Ça fait quoi? Ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que tu fais du cinéma? Oui, c'est ça. Presque. Enfin, officiellement, mon premier film, c'est 1976. Voilà. Mais en fait, j'avais fait des petits films quand j'étais au lycée, dès 1970, mais qui ne sont pas répertoriés dans ma film. Voilà. C'était des apprentissages. Voilà. Donc on va dire grosso modo 30 ans à peu près. Gérard Courant a une des filmographies de toute l'histoire du cinéma qui est peut-être une des plus abondantes. Il a fait une quantité de films. Tu me disais tout à l'heure que ta filmographie elle a 40 pages, c'est ça? Ah oui, oui. Enfin, on peut dire. Donc, c'est quelqu'un qui, depuis 30 ans, continue à faire des films contre vents et marées, si je puis dire, c'est-à-dire sans attendre forcément des contrats magnifiques et des productions avec des rivières d'argent qui coulent de façon importante. Et malgré ça, il fait des films, il en fait toujours plus. Alors ça, c'est une chose importante, et vous pourrez lui demander éventuellement comment il se débrouille pour faire ça, alors qu'on entend tellement de cinéastes se plaindre qu'ils ne peuvent pas faire un film, ils peuvent faire un film que tous les 5 ans, parce qu'ils ne trouvent jamais les moyens de le faire, etc. Bon. Ça, c'est une chose. D'autre part, Gérard Courant est quelqu'un qui, au départ, a commencé
et il continue d'ailleurs, mais au départ il a commencé à faire des films au moyen du support qu'on appelle le Super 8, que vous connaissez peut-être pas plus très bien, parce que le Super 8 n'est plus tellement présent. Le Super 8, c'était, je ne sais pas, ça vous dit quelque chose, le Super 8? Oui, quand même, hein, parce que peut-être dans vos familles, vous avez peut-être encore des projecteurs Super 8, des caméras Super 8, des films en Super 8 de famille. Et c'est vrai que le Super 8 est un support qui, normalement, a une image de support de cinéma amateur, et on se dit que le Super 8, c'est peut-être pas forcément un support adapté pour faire du vrai cinéma. Eh bien, en fait, il faut savoir, et ça Gérard pourra vous en parler, il y a un certain nombre de cinéastes des 30 dernières années qui ont beaucoup utilisé le Super 8, même dans des cadres professionnels, et même encore maintenant, on pourra y venir tout à l'heure, il y a certaines utilisations du Super 8 dans un cadre professionnel. Et le format de démarrage de Gérard Courant, c'est le Super 8, il vous expliquera pourquoi, comment, etc. Mais il n'a pas fait que du Super 8, il a travaillé sur tous les supports, mais disons qu'il s'est fait connaître particulièrement grâce alors à quelque chose qui est très connu, au moins dans certains cercles, hein, c'est ce qui va faire l'objet du film qu'on va voir, c'est des cinématons. Alors les cinématons, là je ne veux pas vous en dévoiler la chose, il vaut mieux que tu reparles toi-même. C'est l'objet du travail qu'on va voir. Mais à part ça, je voulais dire aussi que Gérard Courant est quelqu'un qui vient, on peut le dire, du cinéma expérimental. Alors je ne sais pas pour vous si l'expression cinéma expérimental veut dire quelque chose, mais c'est quelque chose qui a eu, enfin c'est un domaine du cinéma qui a eu des heures de gloire et qui continue d'en avoir d'ailleurs aussi, qui est né, on peut dire, enfin, qui est né il y a très longtemps, mais qui a connu des grandes heures dans les années 60 et dans les années 70, par exemple, avec en particulier des choses venant des États-Unis et aussi des choses venant d'Europe, hein, qui ont poussé beaucoup de cinéastes à faire des travaux expérimentaux, c'est-à-dire d'expérimenter des nouvelles formes de représentation, expérimenter des nouvelles formes d'écriture, expérimenter des nouvelles formes de narration, expérimenter des nouvelles formes de production et de diffusion. C'est-à-dire que ce qui caractérise le cinéma expérimental, c'est pas seulement des jeux formels avec des images, des sons, des choses comme ça, mais c'est aussi une manière différente de faire circuler des films par des canaux qui ne sont pas les canaux habituels de circulation du cinéma. Donc Gérard Courant vient de cet univers-là, et il a fait des quantités de choses, et il continue, et je crois que j'en ai assez dit, je vais passer la parole pour qu'il vous parle un petit peu de sa manière d'aborder tout ça. Alors, il est évident que vous êtes fortement encouragé à réagir, si vous voulez, dès maintenant, si vous voulez poser des questions sur quelque chose, n'hésitez pas. Voilà. Oui, je ne sais pas, on va parler par rapport au film qu'on va voir. Parce que c'est un film, c'est très spécial, parce que c'est un film donc, dont le titre, c'est 2000 cinématons, c'est un film sur un film. C'est-à-dire, Pierre Le Digeois vous a parlé pour cette anthologie que je fais qui s'appelle Cinématon. Alors, en 2 mots, je vous explique ce que c'est, vous allez très vite comprendre en voyant le film. J'ai commencé en 1978 à faire des portraits filmés de toutes sortes d'artistes, des peintres, des musiciens, des cinéastes, des comédiens, mais aussi des gens de la culture, des philosophes. Donc, vraiment, tout milieu artistique et milieu culturel au sens large. Je me suis amusé à faire des portraits, mais qui étaient tous conçus exactement selon les mêmes règles. Alors, les règles d'un cinématon, c'est très simple. C'est un gros plan, si vous voulez, c'est un peu comme une photo d'identité, mais qui serait transposée au cinéma. Et c'est un gros plan, donc c'est ce qu'on appelle un plan séquence, qui dure 3 minutes et 20 secondes, qui est la durée de la bobine de film. C'est en cinéma muet, et chaque personne qui est filmée a la totale liberté de faire ce qu'elle veut dans la caméra. Alors j'ai filmé des gens comme Wim Wenders, comme Godard, comme Richard Bohringer, comme Sandrine Bonner, je ne sais pas, des philosophes comme Jean-François Lyotard, je sais pas, des écrivains comme Jean Dutour, ou je sais pas, ou Philippe Solers, etc., etc. Et j'ai filmé exactement 2096 portraits.
Ce qui fait un film qui aujourd'hui dure 150 heures. Et régulièrement, il y a eu des rétrospectives intégrales. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que 150 heures, vous imaginez que c'est très compliqué à mettre en place. Et la dernière rétrospective intégrale, c'était il y a 4 ans, je crois, c'était à Toronto. Et on avait présenté, à l'intérieur d'un festival de cinéma, qui est un festival de cinéma indépendant, on avait présenté, à l'époque, c'était 132 heures de film. Et je crois qu'on en présentait 12 heures par jour, et ça durait, je crois, 11 jours. Voilà. Et ils étaient montrés par ordre chronologique du premier jusqu'au dernier. Et donc, on peut donc, ça c'est la présentation de type extraordinaire, de tout montrer. Et à l'inverse, on peut montrer par exemple qu'un seul cinématon. Récemment, sur Arte, dans l'émission Court-Circuit, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est consacrée au court-métrage, on a présenté un seul cinématon, c'était celui de Maurice Pialat, parce que l'émission présentait un court-métrage, je crois le premier ou le deuxième film de Pialat, et donc ils avaient eu l'idée en disant tiens, ça serait intéressant de montrer le cinématon de Maurice Pialat. Donc on peut montrer un seul cinématon et on peut montrer l'intégrale. Et entre les deux, tout est possible. Et on me demande souvent, par exemple, dans des salles de cinéma, ou je sais pas, ou dans des centres d'art contemporain, ou dans des cinémathèques, on me dit voilà, ça nous intéresserait d'avoir une sélection de 30 cinématons. Voilà, donc on fait une sélection, on la présente, et on peut faire des sélections par thème. On peut s'amuser, par exemple, on m'a demandé souvent, par exemple, une sélection, les cinéastes les plus célèbres. Alors là, on met Samuel Fuller, Joseph Losey, Godard, je sais pas, Terry Gilliam, etc., etc. Mais ou par nationalité. Alors, je suis allé en Allemagne, à Berlin, on m'a demandé, tiens, ça nous intéresserait d'avoir, je sais pas, 25 cinématons d'Allemands. Donc voilà, on peut faire ça. Je suis allé à New York, on m'a demandé, tiens, ça nous intéresserait d'avoir les Américains dans le cinématon. Et par thème, enfin, on peut faire, c'est quelque chose qui est à géométrie variable, tout est possible avec les cinématons. Et ce qui fait que ça permet de les montrer dans plein d'endroits. Alors ça passe dans beaucoup de festivals de cinéma, c'est passé au Festival de Cannes, de Berlin, dans beaucoup de festivals. Et ça continue à l'être depuis le début, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est un film qui est toujours dans l'actualité. Et donc ça passe dans toutes sortes de lieux. Alors c'est dans des lieux de cinéma, mais des lieux d'art contemporain, des lieux qui sont liés à la photographie, parce qu'il y a une relation entre le cinématon et la photographie. Même je sais, dans les domaines les arts de la rue, ça les intéresse aussi. Et en fait, ça intéresse les gens de la psychanalyse aussi. Et donc ça passe comme ça, régulièrement. Il y a des projections de cinématon, soit à la télévision, soit en projection. Il y en a régulièrement. Alors tout ça est tourné, comme le disait Pierre Le Dijois, en Super 8, donc c'est un support cinématographique. Et c'est sur un support qui s'appelle le Kodachrome, qui est considéré par tous les experts qui sont spécialistes des questions de conservation au cinéma comme le meilleur support. C'est-à-dire que, vous savez, l'image cinématographique, c'est quelque chose de périssable. Les films s'autodétruisent, disparaissent. Il y a beaucoup de films de l'histoire du cinéma qui ont complètement disparu, qui n'existent plus, parce qu'ils se sont autodétruits. Et on considère que le Kodachrome est le meilleur support pour la conservation. Et par exemple, les premiers cinématons que j'ai fait il y a presque, il y a donc 27 ans, ils sont dans un état absolument parfait. C'est comme si j'étais les amener au labo, et c'est comme si j'étais allé les rechercher aujourd'hui. Les couleurs n'ont pas bougé. C'est pas... La vidéo, par exemple, a beaucoup de problèmes. Les images peuvent s'abîmer assez vite. Enfin, les histoires de conservation, si vous voulez, on pourra en parler après. C'est un long débat, et c'est un débat qui est presque insoluble. Et toutes les cinémathèques du monde se posent beaucoup de questions. Comment préserver le mieux possible les films. Voilà. Alors, le film que vous allez voir là s'appelle 2000 cinématons. C'est un film qui a été... Donc, ce film-là, on l'avait fait à l'occasion des 2000... J'avais filmé 2000 cinématons, et une chaîne de télévision du câble, qui d'ailleurs n'existe plus, qui s'appelle Aki TV, qui est une chaîne de Bordeaux, donc nous a donné le financement pour faire un film sur mon aventure des cinématons. Et donc dans ce film, j'ai retrouvé un certain nombre de gens que j'avais filmés 20 ans avant, et qui parlent de leur expérience, et puis qui parlent aussi de la philosophie du cinématon. Et dans le film, on présente des extraits de leur cinématon, ou leur cinématon en entier, et on présente aussi plein d'autres extraits de cinématon. Donc, en voyant ce film, ça vous donne une idée de cette aventure que je mène depuis 1978. Voilà. Peut-être que vous avez envie de me poser des questions avant. On parlera, je pense, évidemment, ce sera plus intéressant
après, mais si déjà avant vous avez envie de me poser des questions, évidemment, je suis là pour ça. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Ça a l'air très gentil, d'habitude. Ah bon, d'habitude, c'est pas comme ça. Si, ils sont très gentils. J'espère que c'est pas la caméra qui vous intimide. Ça, c'est très important aussi. C'est l'eau. Oui. Donc simplement, moi j'ai une question. Tu n'as pas une caméra Super 8 avec toi? Si. Parce que tu pourrais peut-être... et une cassette de Super 8. Ça serait peut-être bien que tu montres... Mais ça, on va le voir dans le film. On va le voir dans le film. Donc peut-être que ça sera mieux que je vous montre ça après. Parce que justement, dans le film, on montre comment se passe un cinématon, vous allez voir le matériel, tout ça. Donc déjà, ça sera une bonne chose parce que c'est très différent de la vidéo. Vous verrez, puis au niveau du montage aussi, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très traditionnel. Hein. Alors, je ne sais pas, vous préférez qu'on voit le film tout de suite? Alors, je peux le lancer? Oui, on peut peut-être ouvrir les simples. Oui, attends, D'accord. Tu connaissais pas ce film? Et non, j'avais beaucoup entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. Je pense. Voilà. Alors maintenant, vous savez tout, on n'a même plus besoin de vous poser des questions, parce que alors, le but de ce film, justement, c'était pour des gens qui ne connaissaient pas les cinématons, qui n'avaient jamais vu, donc c'était une occasion déjà d'en voir, et puis d'avoir comme ça toutes sortes de points de vue, donc bon, déjà vous en savez pas mal, hein. Et évidemment, je suis là pour en parler, puis parler aussi de ma pratique, voilà, comment, je sais pas, enfin, comment ça se passe, tout ça, je suis à votre disposition. Alors peut-être que c'est, je sais pas, c'est peut-être à vous maintenant de parler, de poser des questions, de, je sais pas, de donner vos points de vue. Ah, il y a déjà une première question. Il y a quelque chose que j'ai pas trop compris, parce que je sais, peut-être que je me suis rendu compte après, et du coup j'ai pas fait attention. Il y a des gens que vous avez cinématonné plusieurs fois ou... Oui. Il y a quelques personnes, c'est pas beaucoup, hein. Sur les presque 2100, il y a peut-être une trentaine de personnes que j'ai filmées plusieurs fois à des espaces de temps, des fois importants. Et c'était des gens qui étaient proches, quoi, des gens que je connais très bien, bon, comme Joseph Morder par exemple, ou Dominique Noguez. Il y a donc un peu, entre guillemets, des privilégiés. Voilà, donc ça m'amuse aussi de filmer des gens, ça peut être amusant 20 ans après. Ou Sandrine Bonner aussi, je l'avais filmé 2 fois. Et bon, mais c'est une petite minorité. Bon, le but quand même, c'est de filmer des nouvelles personnes. Donc, bon, on ne peut pas tout faire dans la vie, des fois il faut quand même se limiter. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de refilmer tous les gens que j'ai déjà filmés. Il y a aussi tellement de nouvelles personnes à filmer que je pense que c'est quand même plus important pour moi de filmer des nouvelles personnes. Voilà. Oui. Les personnes que vous cinématonnez, la plupart du temps, j'ai pu comprendre, ils étaient prévenus à l'avance. Oui, en général, même des fois, les gens sont prévenus longtemps à l'avance. Mais quelquefois, ça peut se faire très vite. Hein.
par exemple, quand je vais dans des festivals de cinéma, je sais pas, par exemple le festival de Cannes, là je rencontre des gens, quelquefois que je ne connaissais pas avant, et ça peut se faire très très vite, hein, parce que j'ai mon matériel avec moi. Donc je vais vous montrer, là j'ai une caméra Super 8 avec moi. Voilà, là il y a une caméra, voilà. Voilà à quoi ça voilà. Alors, vous voyez, ça fait du bruit, quoi. C'est pas comme une caméra vidéo. Alors, bon, j'en ai pas mal de caméras, ça c'est les de marque Boer. Bon, et puis je vais vous montrer à quoi ressemble. Bon, vous avez vu un petit peu. C'est une cassette, voilà, une cassette Super 8 qui dure 3 minutes et 20 secondes. Bon, voilà. Et là, on voit le film, la pellicule. Donc voilà, donc il suffit d'ouvrir, voilà, on met le film et on peut filmer. Alors, il y a deux choses, enfin, il y a une petite chose à dire, c'est que le Super 8 a été inventé en 1965 par Kodak, et avant, donc ça a été créé pour l'amateur, hein, mais avant 1965, les amateurs tournaient en 8 mm, qui est un format un peu différent du Super 8, en 9.5 ou en 16 mm, hein, grosso modo. Mais c'était compliqué parce que il fallait... c'était une opération compliquée parce que pour mettre le film dans la caméra, il fallait être dans le noir complet. Donc c'était déjà une opération qui n'était pas simple, et passer le film à l'intérieur de la caméra, il y avait tout un circuit, faire une boucle, faire ça très bien, parce que si on le faisait mal, la pellicule allait mal accrocher dans la caméra et l'image allait sauter. Donc c'était une opération, n'importe qui ne pouvait pas être capable de le faire. Il fallait vraiment être déjà quelqu'un qui avait l'habitude. Donc les amateurs qui tournaient en cinéma jusqu'en 1965, ils étaient quand même assez experts, hein. Et donc Kodak s'est dit, ça serait intéressant de créer un nouveau format où n'importe qui n'a jamais touché une caméra de sa vie, puisse mettre le film à l'intérieur de la caméra et puisse filmer. Et donc ils ont inventé cette cassette que je vous ai montrée, et on la met dans la caméra et on peut tourner. Et à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, parce que du jour au lendemain, les gens ont acheté des caméras Super 8, des gens qui n'avaient jamais touché une caméra, ils se sont mis à filmer. Alors, ils achetaient une bobine de 3 minutes, ils allaient filmer leurs vacances, ils allaient faire une bobine ou deux, et vous allez, je sais pas, filmer un mariage, un anniversaire, et voilà, ils avaient fait leur film, et ils le montraient, il y avait des petits projecteurs, ils pouvaient le montrer aux amis, tout ça, c'était vraiment révolutionnaire. Bon, après la vidéo est arrivée, après le caméscope est arrivé, parce qu'au début, la vidéo, le magnétoscope était séparé. Au début, c'était une grosse machinerie, la vidéo. Maintenant, on a des toutes petites caméras, mais au départ, dans les années 70, c'était quelque chose d'énorme, hein. C'était déjà une grosse caméra, il y avait un énorme magnétoscope, vous voyez, qui faisait 40 kg, enfin, c'était très compliqué, voilà. C'est une petite... je voulais signaler ça parce que c'est pour vous resituer toutes les choses, voilà. Voilà, donc... Oui. Vous avez fait tous vos cinématons Super 8 ou vous avez changé des... Alors, en fait, non. Les 9 premiers cinématons étaient tournés en 16 mm. Parce que, avant les cinématons, j'avais déjà fait plusieurs films, plusieurs courts-métrages et un long-métrage que j'avais fait en 16 mm. Donc, tous mes premiers films étaient en 16 mm. Mais je n'avais pas de caméra à moi, donc à chaque fois, il fallait que j'emprunte une caméra à des amis. C'était un peu lourd, comme si je devais faire un cinématon très rapidement, c'était un peu compliqué d'aller chercher une caméra. Et donc, au bout de 9 cinématons, j'ai dit, non, si je veux continuer à faire ce travail-là, il faut que je tourne en Super 8. Et je commençais à connaître le Super 8, parce qu'au départ, le Super 8, pour moi, c'était pas du cinéma. C'était quelque chose pour des amateurs, et je ne pensais pas qu'on pouvait faire des films en Super 8. Mais, au milieu des années 70, j'ai fréquenté des festivals de cinéma, notamment il y avait un grand festival à Hyères, Festival du jeune cinéma, qui était sans doute le plus célèbre au monde. Et là, j'ai vu des longs métrages tournés en Super 8, et j'étais étonné par la qualité. Et j'en ai vu pas mal. Et c'est là que ça a commencé à germer en moi, en me disant, ça serait intéressant que, si je fais des films, que je tourne en Super 8. Et à partir du cinématon numéro 10, je me suis acheté une caméra Super 8, et je les ai tous tournés en Super 8 jusqu'à aujourd'hui. Tous les autres cinématons sont en Super 8. Alors les 9 premiers qui étaient en 16, je les ai reportés en Super 8. Donc tout est en Super 8. Et c'est très important que tout soit dans le même format,
Parce que quand je parle que je fais par exemple une rétrospective intégrale, ça serait très compliqué s'il y avait différents formats, vous imaginez. Là, le fait que tout soit dans le même format, ça simplifie les choses. Et quand je fais des sélections par thème, par exemple, dont j'en parlais avant, lors de la présentation, c'est très pratique que tout est dans le même format. Voilà. Oui. Avez-vous eu des refus autres que Romer? Ah, vous avez bien retenu, oui. Parce que Romer, il refusait systématiquement de tourner pour le cinéma et pour la télévision. Je sais que, par exemple, Pivot voulait absolument l'inviter, je crois que c'était en 83 ou 84. Romer avait sorti un livre qui s'appelait un livre de ses meilleures critiques qu'il avait écrites dans les cahiers du cinéma dans les années 50, qui s'appelait Le goût de la beauté, je trouve. Voilà, qui est un très beau livre, enfin bon, qui montre toute l'intelligence de Romer. Enfin bon, c'est quelqu'un, voilà, quand on lit ça, on comprend encore mieux son cinéma. Et je me souviens que Pivot, je l'ai sais par Alain Bergala, qui était l'éditeur de Romer, voulait absolument inviter Romer, et Romer a refusé. Je sais qu'il refusait pour tout le monde. Et moi, je le connaissais un petit peu, Romer, à l'époque, donc je lui avais demandé. Et donc, on s'était rencontrés, et il m'avait expliqué qu'il accepterait bien d'être filmé, mais à condition que le cinématon ne soit pas montré, qu'il soit gardé comme ça dans des archives. Et bon, et moi je lui ai dit non, parce que le principe du cinématon, les cinématons sont numérotés, sont projetés, donc on ne peut pas faire un cinématon qui n'est pas projeté. Dans les règles du jeu du cinématon, il faut qu'il soit projeté. Et bon, il savait ces règles-là. Il m'a dit oui, mais je comprends très bien, n'importe comment, je sais, n'importe comment, il aimait beaucoup les cinématons. Il m'a dit voilà, j'aime beaucoup aussi les cinématons, il m'a expliqué pourquoi, tout ça, c'était une discussion passionnante. Et à la fin de la discussion, il me dit voilà, mais par contre, donc je refuse d'être filmé, par conséquent, est-ce que vous accepteriez de jouer dans un de mes films? Et voilà, j'ai joué dans 4 aventures de Renette et de Ravel, je crois que tu as vu, qui a été filmé en 85 et qui est sorti en janvier 87. Bon, c'est un petit rôle, je suis inspecteur dans un supermarché avec Béatrice Romand, nous sommes 2 inspecteurs qui poursuivons une voleuse dans un supermarché. Et donc c'était une journée de tournage, c'était très très agréable et c'était passionnant de voir comment Romer tournait. On avait une équipe complètement réduite, il y avait une caméra woman, un preneur de son, Romer, c'est tout, il n'y avait pas d'assistant, et on n'était que 4 acteurs. Voilà, c'était étonnant de voir comme ça ce grand metteur en scène, l'un des plus grands metteurs en scène du monde, tourner de façon la plus simple possible, vraiment pratiquement comme un amateur, et le revendiquant, c'est-à-dire qu'il aurait les moyens, s'il veut, il peut tourner avec beaucoup de moyens. Dans certains films, il les a fait avec beaucoup plus de moyens, hein. Ça dépendait des sujets qu'il avait, mais il est capable de tourner comme un amateur, avec vraiment, là c'était un film tourné en 16 mm, c'était même pas tourné en 35 mm, il préférait tourner en 16 mm, c'était pour des questions presque pour des questions picturales, il aimait bien l'image du 16 mm, qui fait par rapport au 35 mm, qui fait un petit côté amateur, comme ça, voilà. Donc alors, en dehors de Romer, il y a très peu de gens qui ont refusé, mais il y a des refus qui sont subtils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui refusent, mais sans me dire non, je ne veux pas faire le cinéma, toi. Par exemple, je pense à quelqu'un, vous connaissez peut-être, vous le lisez peut-être, Louis Korecki, qui écrit dans Libération aujourd'hui, qui écrivait dans les cahiers du cinéma avant. Et lui, par exemple, chaque fois que je lui ai proposé, il me dit oui, je suis prêt à faire le cinématon, mais je voudrais être le dernier. C'est très compliqué. Parce que c'est quelque chose d'impossible, c'est une façon de me dire, en fait non. Et comme ça, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques personnes, c'est une sorte de coquetterie comme ça, qui ne disent pas officiellement je refuse, mais par leur revendication, en fait, ils refusent. Et il y en a qui disent aussi, ils sont très très peu, mais il y en a 2-3 qui disent, oui, comme Jean-Pierre Mocky m'avait dit, non, justement, je ne veux pas y être, comme ça je serai le dernier à ne pas y être. Ce qui est impossible aussi, parce qu'il y a tellement de gens à filmer, vous avez vu le cinématon, il y a des gens de tous les pays, donc, bon, voilà, c'est une façon comme ça d'éviter comme ça d'être filmé, mais vraiment c'est une toute petite poignée. En fait, comme les gens que je filme, ce sont des gens du spectacle, en fait, ils ont envie d'être filmés. C'est important pour eux de se montrer. Et les exceptions comme Romer, en fait, Romer, c'est au même titre que certains écrivains comme Maurice Blanchot, comme Jean Genet, il y en a eu quelques-uns comme ça, ou Samuel Beckett. Bon,
il y a eu quelques photos d'eux, mais par exemple Blanchot, il n'y a presque rien. Ils ont toujours refusé d'être souvent photographiés ou filmés. En fait, bon, il y avait différentes raisons, c'est parti d'unité, on peut trouver plein de raisons. Mais en fait, c'est de dire, voilà, comme ça, je crée un manque au niveau visuel, et les gens n'ont pas d'image de moi, donc ils ont encore plus envie de me voir. Et en fait, c'est une certaine forme de retournement. En fait, je dirais que c'est presque le summum de la mégalomanie. Comme ça, dans un monde aujourd'hui où l'image domine, de vouloir ne pas être photographié ou filmé. Voilà. Alors, Rohmer, donc, lui, il m'avait expliqué, alors je reviens sur Rohmer, c'est intéressant, parce qu'il m'avait expliqué pour les raisons pour lesquelles il ne voulait pas être filmé. Alors, bon, c'était une raison valable, mais ce n'était pas une raison suffisante. Il m'avait dit, voilà, si je passais à la télévision fréquemment, si on me voyait souvent, les gens connaîtraient mon image, et s'ils connaissent mon image, je ne pourrais plus filmer dans la rue comme je le fais souvent. Donc souvent, je filme dans la rue, sans autorisation, avec une équipe la plus réduite qui soit, et je suis tranquille, personne ne me reconnaît. Même sans autorisation, si la police vient, je dis je suis professeur de cinéma, je suis avec mes étudiants, bon, on fait un petit film entre nous, tout ça. Donc je suis vraiment, personne ne me gêne. Bon, c'est vrai que c'est une raison valable, bien sûr. Mais bon, il y a une vraie raison, et bon, ça je la connais. Lui, il ne l'a pas dit, ça, la vraie raison. Mais c'est Béatrice Roman, qui a joué dans beaucoup de films de Rohmer, qui m'avait dit, en fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment la vraie raison, c'est que Rohmer ne se trouve pas beau. Bon. Alors que c'est quelqu'un, enfin, je ne dirais pas que c'est quelqu'un de beau, il est ni beau ni laid, c'est quelqu'un de... Enfin, tout à fait dans la moyenne, je dirais, mais bon, c'est l'image qui se fait de lui-même, il ne se supporte pas, paraît-il. Donc ça serait, paraît-il, selon Béatrice Roman, la vraie raison pour laquelle il a toujours refusé d'être filmé. Voilà. Bon. Mais tu aurais pu, parce que d'après ce que tu dis, là, s'il acceptait d'être filmé mais que le cinématon ne soit pas montré, tu aurais aussi pu faire une exception. Oui. Il y aurait pu y avoir un trou noir dans la liste des cinématons, oui. C'est-à-dire un cinématon qui existe mais que personne ne verrait jamais. Oui, non, mais, oui, bien sûr, j'aurais pu faire ça, mais je n'ai pas voulu le faire parce que je ne voulais pas créer un précédent. Parce qu'après, peut-être que plein de gens auraient dit, bah non, moi je fais le cinématon, je me montre pas, par exemple. Et ça devenait gênant. Donc je tenais absolument à ce que, depuis le premier cinématon, c'est que les règles soient absolument identiques. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis le premier cinématon, tourné le 7 février 1978, les règles n'ont jamais changé. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes règles. Et c'est justement parce que ce sont toujours les mêmes règles que ce travail a pu continuer à travers le temps. Si je n'avais pas eu toutes ces règles hyper strictes, hyper rigides, c'est certain que les cinématons se seraient arrêtés très vite, peut-être au bout d'un an, peut-être même avant. C'est justement parce qu'il y a des règles très strictes. Moi je dis souvent, il y a les 10 commandements de cinématon en expliquant toutes ces règles. Et sincèrement, je pense que c'est la raison pour laquelle ça peut continuer. C'est une sorte, les règles, c'est une sorte de moule. Voilà. Donc, on est obligé de se prêter à ces règles si on est cinématonné. Alors, cela dit, à l'intérieur de ces règles, les gens sont libres et ils peuvent s'amuser à les détourner de toutes sortes de façons. Par exemple, on voit un petit extrait d'un cinématon avec quelqu'un à un masque de vieillard. C'est un personnage, c'est un critique de cinéma qui s'appelle René Prédal, même historien du cinéma. Et en fait, il a ce masque au début du cinématon, il s'amuse à l'arracher. Mais le masque ne part jamais. Donc le spectateur attend à tout moment de voir son visage en dessous. On va voir tirer. Vraiment, les spectateurs se disent, bon, bah, on va le voir enfin. Et ça dure pendant tout le cinématon. Il joue sur la frustration des spectateurs, on ne verra jamais son visage. Et voilà, donc c'est une façon de complètement détourner le cinématon, mais tout en étant dans les règles. Et comme ça, il y a certaines personnes qui ont trouvé des subterfuges comme ça pour un peu aller contre les règles du cinématon, mais tout en étant dedans. Enfin, c'est un peu subtil comme jeu, mais c'est ainsi. Boris Lehmann, on ne voit pas son visage, on voit que sa casquette. Oui. Voilà, on ne voit pas tout le cinématon, c'est un extrait, mais on ne le voit jamais. Oui. Maintenant, vous tournez en quoi les films que vous tournez? Alors là, par exemple, 2000 Cinématons, c'est un film qui avait été tourné en mini-DV, et après qui a été transféré en bêta SP, mais au tournage, c'était tourné en mini-DV, donc comme vous avez vu dans le générique, c'est moi qui faisais l'image. C'était pas toujours évident, c'est quand je suis à l'image, c'est quand même moi qui aussi me filme, sauf à un moment donné, il y a un plan où on voit en vélo
tourner et la caméra panote. Là, c'était l'ingénieur du son, qui n'était pas caméraman, mais qui avait fait ça. Et autrement, c'est toujours moi qui filmais, et même quand j'étais dans l'image. Voilà. Et autrement, j'ai tourné un peu dans tous les formats cinématographiques et vidéo, hein, depuis mes débuts. C'est-à-dire que, bon, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, heureusement, mais pendant longtemps, il y avait une ségrégation entre cinéma et vidéo. C'est-à-dire que les gens qui tournaient en cinéma ne voulaient pas tourner en vidéo, ceux qui tournaient en vidéo ne voulaient pas tourner en cinéma, parce que c'était une image, c'était très différent. Et bon, petit à petit, tout s'est mélangé. Maintenant, c'est des combats d'arrière-garde qui sont terminés. Et je me souviens, je me battais pour la liberté des formats, que chacun tourne dans tous les formats possibles, imaginables. Il y avait vraiment, avant, il y avait vraiment, je dirais jusqu'au début des années 90, il y avait vraiment une ségrégation. Et je sais partie on n'était pas très nombreux à dire, voilà, mais c'est complètement débile cette ségrégation. Et bon, moi je tenais à, je ne sais pas dans combien de formats différents, mais j'ai tourné un peu dans tous les formats cinéma, et dans les formats vidéo, j'ai dû tourner dans 7 ou 8 formats vidéo. Voilà. Enfin. Ce que je peux signaler, c'est que le dernier film de Gérard Courant qu'on n'a pas vu, que je n'ai pas vu et que vous n'avez pas vu non plus et que vous ne pouvez pas voir. Enfin, non mais c'est dommage parce que... Ah oui, c'est vrai, c'est une histoire de 24 passions. Oui. Normalement, bon, Gérard donc, est présent à Nantes là, cette semaine et moi j'avais arrangé les choses pour que son dernier film puisse passer au cinématographe demain ou après-demain. Et en fait, bon, ce film ne passe pas pour des raisons compliquées. Bref, donc c'est dommage parce que moi je ne le vois pas, vous je vous aurais emmené aussi, mais on aurait pu le voir ensemble, ça aurait été bien. Et ce que je voulais dire, c'est que ce dernier film que Gérard vient de faire, qui s'appelle 24 Passions, il a été tourné en Super 8. Alors tu pourrais éventuellement dire comment, pourquoi, etc. Donc tourné en Super 8, mais la copie qui est disponible actuellement, qui aurait pu être montrée au cinématographe, c'est une copie en 35 mm. C'est-à-dire qu'il est possible de tourner des images Super 8 et à partir de ces images Super 8, de monter un film et d'en faire une copie finale en 35 mm, comme sont tous les films qui passent dans les cinémas classiques. Alors, je sais pas, Oui, alors, pour aller vite, 24 Passions, c'est un film qui a été tourné pendant 24 ans, un jour par an, le vendredi saint chaque année, dans un village complètement perdu de l'Ardèche, dans les montagnes de l'Ardèche. Et donc dans ce village, il existe depuis 7 siècles, au moins 7 siècles, un pèlerinage, c'est-à-dire que c'est une passion du Christ, où les gens dans le village reconstituent la passion du Christ en se costumant. Alors il y a un personnage qui joue le Christ, avec tous les personnages de la passion, avec des soldats romains, ils sont entre 60 et 70 personnages. Et donc de 1980 à 2003, donc, je suis allé filmer ce pèlerinage. C'est un pèlerinage qui dure à peu près 2 heures, et qui est sur 2 km. C'est très escarpé dans la montagne, c'est des chemins très raides, enfin bon. Et chaque année, donc, j'y allais pour... je filmais comme ça, en me disant un jour, je finirai le film. Et puis en 2003, j'ai eu de l'argent pour finir le film. Et donc, on a fait un montage. Alors, toutes ces images Super 8, on les a transférées en vidéo, en bêta numérique, dans un studio, c'est-à-dire il y a des machines, vous mettez le film Super 8, ou 16 mm ou 35 mm, peu importe, et hop, ça vous transfère tout ça en vidéo. Après, on a travaillé sur Avid, on a fait le montage sur Avid, le mixage, enfin, le travail sur le son, etc. Et quand tout a été fini, on a ce qu'on appelle kinéscopé, on a transféré le film en 35 mm. Voilà. Donc il est possible de tourner en Super 8, et d'avoir le film à l'arrivée en 35 mm. Voilà, et je ne suis pas le seul à avoir fait ça, c'est je dirais, depuis que le Super 8 existe, je dirais, depuis le début des années 70, il y a eu des longs métrages tournés en Super 8 et qui ont été gonflés en 35 mm. Là, c'est un long métrage qui dure 1h15. On espère arriver à le sortir en salle, on est en train de chercher une salle, voilà. Voilà pour la petite histoire, donc... C'est un film que j'ai fait avec 3 fois rien, parce que chaque fois, je filmais au maximum un quart d'heure. C'était des fois beaucoup moins, ça dépendait. Et à l'arrivée, donc c'est 1h15. Donc sur chaque année, j'ai gardé 2-3 minutes, pas plus.
Et le film est monté année après année, c'est-à-dire qu'on débute en 80, 81, 82, tout ça, jusqu'en 2003. Et chaque personnage est toujours le même chaque année. Chaque personnage conserve son rôle. Voilà. Alors, quand il est trop vieux, il passe le témoin à un plus jeune, mais souvent il reste, je sais pas, 30 ans, 40 ans, le même rôle. Voilà. Bon. Et ça, normalement, il était question qu'on voit le film cinématographe, bon, ça s'est pas fait, donc tant pis. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, enfin je pense que c'est intéressant d'insister sur cette chose-là, sur cette forme de travail-là, parce que c'est une forme qui existe depuis très longtemps dans le cinéma et qui continue d'exister. Je veux dire, une forme non conventionnelle, non commerciale, non régie par les lois du marché, etc. etc. Bon, et c'est quelque chose qui perdure et qui existe. Vous avez peut-être entendu, et peut-être même vu, moi j'avoue que je l'ai raté, mais un film qui s'appelle Tarnation de Jonathan Cohen. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Il y en a qui l'ont vu parmi vous? Non, moi je voulais aller le voir, j'ai pas réussi, il n'est pas resté très longtemps à Nantes, etc. Et ce film-là, j'ai lu beaucoup de choses dessus, je ne sais pas si tu as entendu parler. Non, c'est intéressant. Non, si, j'ai peut-être entendu parler, je ne l'ai pas vu, mais c'est lequel celui-là? Alors, c'est un jeune cinéaste américain, il doit avoir peut-être une trentaine d'années, il est cinéaste et acteur aussi. Hein. Et en fait, depuis qu'il a 12 ans, je crois, 10 ans, 12 ans, voilà, ses parents lui avaient acheté, alors évidemment, c'est plus du Super 8, mais il lui avait acheté un caméscope. Au départ, même pas numérique d'ailleurs, je crois qu'il a commencé avec des petits caméscopes. Ah bah oui, sans doute. Oui. Puis, il a eu le caméscope numérique, et donc depuis, ça fait, je sais pas, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, qu'il filme comme ça sa vie de tous les jours. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. Voilà. Et récemment, depuis quelque temps, il a eu un ordinateur, un Zinac, un Apple, le même que tu as. Parce que ah, tu connais mon ordinateur? Oui, je le connais très bien. Voilà. Et avec eMovie, et vous connaissez aussi très bien, parce que c'est le matériel qu'on a au lycée. Hein. Et ce Jonathan Cohen, donc il a monté son film avec eMovie, c'est-à-dire le logiciel le plus basique, c'est vraiment le plus basique. Ah ouais, qu'on peut imaginer. Hein. Et le résultat, c'est qu'il a montré à des gens, les gens ont trouvé ça intéressant, et du coup, une copie 35 mm a été, plusieurs copies 35 mm ont été tournées, tirées à partir de ça, et son film circule dans le monde entier. Alors, alors ce que je voulais dire aussi, là par exemple, dans 2000 cinématons, donc, comme je vous disais, j'ai fait la caméra, et tous les cinématons que vous voyez, c'est moi qui les ai refilmés, c'est-à-dire que je les ai projetés en Super 8 et refilmés avec ma mini DV, c'est-à-dire j'ai absolument tout fait quoi, sur ces films-là, au niveau de l'image. Oui. Vous êtes venu à Lens pour cinématonner des gens? Ah, peut-être. Non, là, non, c'est possible, mais il n'y a pas de gens prévus. J'aurais pu filmer, par exemple, Pierre Le Dijois, mais il a déjà été cinématonné il y a déjà quelques années. Je ne sais pas, tu peux peut-être parler de ton expérience. Ah, je sais pas, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais... Ah non, c'est pas... Non, mais... Bon, effectivement, j'ai été cinématonné. Non, mais c'est intéressant parce que ça m'intéressait d'écouter ce que disaient les cinématonnés et les réactions des cinématonnés, parce que j'ai retrouvé dans leur réflexion des choses qui m'écho à ce que j'avais écrit dans ces 3 minutes 20 secondes. C'était à Châteauroux, c'était en intérieur. Ah oui, c'était à Châteauroux. Ah oui, c'était à Châteauroux, en intérieur, chez moi. Et non, il y a une chose qui m'a amusé dans ce que les gens disaient et qui a réveillé des souvenirs, c'est qu'en gros, il y a cette question de savoir si on doit faire beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses devant la caméra des cinématons, et si on peut classifier les gens entre finalement ceux qui sont un peu sûrs d'eux et qui ne bougent pas beaucoup. Bah, c'est le cas par exemple de Philippe Solers. Philippe Solers, c'est un des cinématons les plus impressionnants de rigueur et de rigidité, si on peut dire. Alors donc il y aurait ça, il y aurait d'un côté les gens qui sont vraiment assez sûrs d'eux et qui finalement n'ont pas besoin d'en faire beaucoup plus. C'est le cas de Godard, c'est le cas de Piala aussi, qui n'en fait pas des tonnes, qu'on puisse dire. Et puis alors il y aurait une autre catégorie, c'est-à-dire les cinématonnés exubérants
Et s'ils sont exubérants, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas bien à l'aise, ou qu'ils ont des choses à cacher, ou etc. Ou qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir se cacher derrière leur gesticulation et qui finalement... Bon. Et alors, moi je voulais dire que entre les deux catégories, je faisais plutôt partie de la deuxième, c'est-à-dire des cinématonés gesticulateurs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est, devant la caméra, c'est que j'ai essayé de chanter une chanson. Voilà, j'ai chanté une chanson parce qu'il se trouve que par ailleurs, des fois je chante et je joue de la guitare, ça vous ne le savez pas, c'est un scoop. Et alors, ça m'amusait parce que comme le cinématon est muet, justement, c'était intéressant de... Enfin, je trouvais ça intéressant, je ne sais pas si c'était vraiment intéressant, mais de chanter une chanson devant une caméra qui n'enregistrait pas le son, justement. Alors, moi je l'ai vu, enfin j'ai vu la projection de mon cinématon et c'est assez bizarre, et c'est assez pitoyable, parce qu'il y a quelqu'un qui se contorsionne et qui raconte des choses, et c'est évidemment incompréhensible. Et d'ailleurs, on ne voit même pas, je crois que le spectateur ne comprend même pas que je suis en train de chanter, en fait, parce qu'il me voit faire des tas de grimaces et vivre la chanson de l'intérieur, comme ça. Et voilà, alors je sais pas si peut-être que j'aurais dû aller plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire être beaucoup plus calme. Je pense que si je en faisais aujourd'hui, je serais beaucoup plus calme. Oui. Pardon? Ah oui, d'ailleurs, on aurait pu Oui. Et vous avez commencé votre carrière par le cinématon ou vous avez fait autre chose? Non, parce que j'avais, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais déjà fait plusieurs films avant. J'avais dû faire 3 courts-métrages et un premier long-métrage qui a un titre, je prends ma respiration, parce que c'est tout un... Rien que le titre, c'est comment dire, c'est un symbole. Ça s'appelle Urgent, ou à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante. En fait, j'avais repris une phrase de Marcel Duchamp, qui était, pour moi, enfin toujours, mais qui à l'époque était un artiste qui était très important. C'est-à-dire, c'était un artiste, l'un des plus grands artistes du monde, enfin, qui était un Français qui a vécu en grande partie aux États-Unis et qui avait développé le concept de l'anti-art. Et donc, qui est quelqu'un qui a beaucoup influencé Andy Warhol, par exemple, et énormément de gens. Et donc, ce film-là était, d'une certaine façon, un peu influencé par Marcel Duchamp. Voilà, donc j'avais déjà fait ça. Et d'ailleurs, ce film-là avait même eu un prix spécial du jury au Festival de Belfort, le Festival du jeune cinéma. Et donc, quand j'ai commencé à faire mes cinématons, déjà, dans un petit cercle du cinéma, des gens me connaissaient, quoi. Et il faut dire aussi que jusqu'en 1983, donc... pendant les 5 premières années des cinématons, on me connaissait plus pour mes autres films, parce que parallèlement, j'ai toujours tourné d'autres films, et ce n'est qu'à partir de 1983, suite à des grands articles dans la presse, dans des revues d'art, enfin, un peu par hasard, il y a eu des grandes études dans Art Press, dans Opus International, dans Artiste, donc il y a eu des grosses choses sur les cinématons, et là, d'un seul coup, il y a eu un mouvement de bascule, disons, les critiques, les gens se sont plus intéressés au cinématon qu'à mes autres films. Et pendant toutes les premières années, j'étais plus connu par mes autres films. Et là, j'en arrive à un point où parfois les gens ne savent pas que je tourne aussi parallèlement d'autres films et que j'ai fait énormément d'autres films. Voilà. Oui. La seule manière de voir vos films, en fait, c'est quand il y a des rétrospectives. On peut pas les voir. Alors, il y a, oui, mais aussi de temps en temps, il y en a qui passent à la télévision. Celui-là, il a été passé sur la chaîne Aki TV qu'il avait coproduit. J'ai le journal de Joseph M, qui est un film avec Joseph Norder, qui est un film d'1 heure. Il est passé il y a 1 an, là, par exemple, sur la RTBF, la radio-télévision belge francophone, et là, ça a cartonné. Il est passé 4 fois, ils ont fait même une petite émission sur le film. Enfin, alors là, donc, c'est un peu comme ça au coup par coup. Alors, de temps en temps, il y a des rétrospectives dans des cinémathèques, ou ça peut être même dans des cinémas. J'étais venu au cinématographe, il y a quelques années, montrer certains films. Dans des festivals de cinéma,
Donc régulièrement, j'ai des films qui passent. Je sais que par exemple, un de mes films, L'Homme des Roubines, qui est un film avec Luc Moulet, que vous avez vu, là. Vous avez vu Luc Moulet, l'homme qui n'est pas cinématonné, qui explique pourquoi. Donc, Il est toujours pas. toujours pas. Et donc là, L'Homme des Roubines va passer au festival de Pantin au mois d'avril. Donc régulièrement, j'ai comme ça des films qui sont diffusés comme ça au coup par coup. Et on espère que 24 Passions puisse trouver une salle pour sortir et après puisse être diffusé en province. Voilà. Donc voilà, certains peuvent passer à la télévision, mais dans des créneaux, disons, plus cinéma d'auteur et puis dans des salles qui sont plus, je sais pas, répertoire, je sais pas, cinéma de recherche, voilà. Oui. Et où trouvez-vous l'argent pour... Alors, pour les cinématons, pour les films en général. Voilà. Donc, pour les cinématons, là, c'est moi qui m'autoproduis depuis le début. Parce que c'est pas possible, ça serait pas possible de trouver un producteur qui puisse produire un film étalé sur des quantités d'années comme ça. Donc ça, c'est sûr, si je voulais faire ce travail-là, c'était à moi de me débrouiller à m'autoproduire. Alors, quand je dis m'autoproduire, c'était essayer de trouver un peu d'argent au Centre national du cinéma, de vendre le film de temps en temps sur les chaînes de télévision, quand il est projeté, ben, le film peut être loué, comme pour n'importe quel film. Hein. De temps en temps, il y a des cinémathèques qui en ont acheté, des centres d'art ont acheté des copies, donc à chaque fois c'est des entrées d'argent qui permettent de continuer à financer ce film. Alors pour les autres films, là ça dépend. Par exemple, 2000 Cinématons a été entièrement produit par une société qui s'appelle Jacaranda, en coproduction avec une société qui s'appelle Aki TV, et c'est un film sur lequel tous les participants, au niveau technique, hein, étaient payés, c'est-à-dire du réalisateur jusqu'au mixeur, donc tout le monde avait été salarié sur le film, donc c'est un film là où tout le monde est payé. Par contre, il y a d'autres films que j'ai complètement autoproduits, des films que j'ai fait avec des longs métrages que j'ai fait avec des tout petits moyens, et je me suis débrouillé à les autoproduire complètement. Donc d'un film à l'autre, c'est complètement différent, mais il faut savoir que pour les cinématons, et également pour les autres séries de portraits, parce que je fais également d'autres séries de portraits, comme portraits de groupe, couple, trio, etc. J'en fais près d'une vingtaine parallèlement. Ça, c'est moi qui les produis. Et 24 Passions, par exemple, ça c'est un film qui a même coûté quand même assez cher, parce que bon, il fallait le transférer en 35 mm. Là, c'est un film qui a eu l'avance sur recette, qui a été produit par une société qui s'appelle Les Films d'ici, qui est une grande société pour le documentaire. Là, c'est eux qui ont produit le film de A à Z. Voilà. Et disons, alors, ma philosophie aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est cinématon et autres séries de portraits, et mon journal film, c'est moi qui m'autoproduis, et tous les autres films, je fais en sorte de me faire produire. Voilà. Alors, quand je me fais produire, il y a une société, voilà, une société de production qui cherche l'argent, dans différentes sources, le Centre national du cinéma, des chaînes de télé, et qui se débrouille à trouver le financement. Et les gens qui travaillent sur le film sont payés. Voilà. Alors, selon les cas, le réalisateur, donc, je peux avoir un pourcentage sur les films, donc s'il y a des ventes, je peux toucher un pourcentage. Voilà. Et c'est les pratiques, voilà, c'est quelque chose de commun. Quand je sors des cinématons de mes autres séries de portraits, je suis un peu dans un système classique du cinéma ou de la télévision. Ce que vous avez vu là, 2000 Cinématons par exemple, c'est un film qui a un statut de téléfilm, c'est un film pour la télévision. Et entre un film pour le cinéma et un film pour la télévision, c'est complètement différent. Les règles sont différentes. Par exemple, normalement, un film comme 2000 Cinématons n'a pas le droit de sortir en salle. C'est un film qui est fait pour la télévision. Si, par exemple, on décidait de le sortir en salle, il faudrait rembourser l'argent que nous a donné le Centre national du cinéma, par exemple. Parce que là, on change de statut, c'est complètement autre chose. Il y a une séparation totale entre cinéma et télévision au niveau de la production. C'est un peu compliqué, mais bon, ça, à mesure que vous ferez des études dans votre domaine, vous découvrirez ça. Mais ce sont deux domaines qui sont complètement différents. Voilà. Oui. Vous avez parlé du problème de conservation pour les cinématons. Vous envisagez quelque chose pour les sauvegarder sur le long terme Pour l'instant, donc, ils sont tous tournés en Super 8, en Kodachrome, hein, ce dont je parlais. Et ça, le Kodachrome, vraiment, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les couleurs ne bougent pas. C'est vraiment, moi je dis, c'est du béton, hein, vraiment.
Alors parallèlement, j'ai l'intégrale aussi en vidéo, tout ça, mais ça c'est de la sauvegarde. Hein. Ce qui est le plus important, c'est l'original qui est en Super 8, qui là vraiment ne bouge pas. Alors, le seul problème, c'est s'il y avait une explosion, voilà, ou un incendie. C'est pareil aux archives les archives du film, où sont archivés des milliers et des milliers de films, hein, des dizaines de milliers de films. Les films sont très bien préservés, avec des bonnes températures, dans les meilleures conditions possibles imaginables. Mais dans le passé, il y a eu des incendies aux archives du film, où il y a eu des milliers et des milliers de films de brûlés. Hein. Ça, les gens ne le savent pas. Mais les parties du patrimoine du cinéma ont complètement disparu. Aux archives du film, il y avait certains films, il y avait une seule copie au monde, ça était là, ça avait brûlé. Donc même aux archives du film, il peut y avoir des risques. Aujourd'hui, les risques sont beaucoup moins importants parce qu'ils ont beaucoup mieux maîtrisé la situation. Ils ont mis ça, je vous explique en 2 mots. Avant, c'était des grandes galeries avec avec des étagères avec tous les films. Maintenant, c'est beaucoup plus subtil, c'est plein ce qu'ils appellent des cellules séparées. Donc si jamais il y avait un incendie, ça serait que dans une seule cellule. Donc ça ne détruirait qu'une petite partie des archives. Mais tout ça, vous savez, ça demande énormément de moyens. Il y a eu, au début des années 80, par exemple, les archives de la Cinémathèque de Mexico ont brûlé à 100%. Voilà. Donc, les questions de conservation, c'est très compliqué et ça fait depuis qu'Henri Langlois, depuis disons plus de 50 ans, depuis qu'Henri Langlois a porté un peu, a lancé cette idée-là de sauvegarder tous les films, c'est un problème auquel se heurtent toutes les cinémathèques du monde, toutes les archives du monde. Comment sauvegarder le mieux possible les films? C'est pas simple, mais ça coûte énormément d'argent. Et de temps. Et de temps. Mais est-ce que la commercialisation et le développement des pellicules Super 8 va continuer encore longtemps? Et si ça s'arrêtait, je sais pas, dans 3 mois par exemple, qu'est-ce que tu ferais pour la série cinéma? Oui. Alors on ne sait pas, hein, parce que maintenant, avant, quand j'ai commencé en 1978, il y avait peut-être une dizaine de marques différentes qui faisaient du Super 8. Donc c'était Kodak qui avait inventé ce support. Et puis après, il y avait plein d'autres, il y avait Agfa, il y avait plein d'autres sociétés qui avaient repris exactement le même concept, ils avaient pris la licence, c'était exactement les mêmes cassettes, sauf que c'était des pellicules légèrement différentes, c'était pas le même support, enfin c'était pas les mêmes, c'était le même support, mais c'était pas les mêmes qualités, c'est comme quand vous achetez des différentes pellicules, selon les marques, et des dominantes de couleurs un peu différentes, voilà. Il y avait peut-être une dizaine de marques différentes. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, il n'y a plus que Kodak. C'est amusant, ce sont ceux qui ont créé le système, c'est les seuls qui restent. Tous les autres ont fait faillite, ont disparu, tout ça. Donc ça peut très bien s'arrêter du jour au lendemain. D'autant plus que Kodak a beaucoup de problèmes. Et déjà depuis pas mal de temps, ils ne cessent de licencier à l'intérieur de leur société. Donc, même si ça marche encore pas mal, le Super 8 maintenant n'est plus utilisé par l'amateur. Au départ, ça a été créé pour l'amateur. C'est très amusant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amateurs qui font du Super 8, c'est plus que des professionnels. Hein. C'est-à-dire que c'est utilisé pas mal dans la pub, dans les clips vidéo aussi, souvent. Puis bon, des réalisateurs, même dans les écoles de cinéma, même à la FEMIS, il y en a qui font du Super 8, beaucoup dans les écoles des Beaux-Arts, parce qu'ils aiment beaucoup la texture de l'image Super 8. Vous avez vu par rapport à la froideur de la vidéo reproduit la réalité pratiquement telle qu'elle est, alors que le Super 8, vous avez vu les couleurs, il y a des couleurs très tranchées, très belles, très picturales en définitive. Il y a un côté pictural qui est très beau. Donc ça intéresse beaucoup des étudiants, parce que des gens qui ont une sensibilité très artistique, ils trouvent ça vraiment chouette comme image. Et bon, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Surtout avec les problèmes que Kodak a. Donc si jamais ça s'arrête du jour au lendemain, bon, je pense que je continuerai en vidéo, avec une caméra. Tu continuerais quand même en vidéo? Je sais pas, mais je vois pas comment, je vois pas trop. Parce que le 16 mm est pareil, alors là, est un format pratiquement abandonné. Donc il resterait, à mon avis, plus que ça. Mais je sais pas, c'est difficile de dire ce que je vais faire. Si, ça, on verra. D'autres questions? Donc, alors il y en a certains qui ont reçu
Alors vous êtes combien à avoir reçu l'information là par... Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y en a 2 ou 3, c'est tout? Bah non, je l'avais envoyé une dizaine. Et quoi? Moi, Je l'ai reçu, mais pas plus. Vous l'avez renvoyé. Parce que c'était quoi comme... Bah, c'était un petit document, voilà. Je sais pas, vous voulez que je vous lise ce qui est marqué? Je vous lis un début. Oui. Né le 4 décembre 1951 à Lyon-Rhône, Gérard Courant, donc monté à Paris en 1975, il participe activement à la vie alors florissante du milieu du cinéma indépendant français. Dans son œuvre multiple entre le journal et la fiction, Cœur bleu 1980, Les aventures d'éditeur Laine 1987, se détache à partir de 1978 une impressionnante série d'autoportraits assistés en plan fixe de 3 minutes 25 secondes d'amis et de personnalités diverses. Dépassant le millier dès 1988 et flanqué de séries conjointes, portraits de groupe, couples, lyres, ces cinématons font de lui un témoin sympathique et facétieux de la vie cinématographique de cette fin de siècle, et c'est extrait du dictionnaire Larousse du cinéma. Toutes ces séries sont en cours et l'ensemble dépasse aujourd'hui les 3000 portraits filmés. Gérard Courant est par ailleurs auteur d'un journal filmé qui s'appelle Les Carnets et de plusieurs livres sur le cinéma. Ces films ont été primés dans de nombreux festivals. Et ensuite, il y a un extrait de ta filmographie avec un certain nombre de titres ici. Et alors ça, c'est des longs métrages, des titres de longs métrages, et ensuite des titres de métrages plus courts qui s'étendent donc de 1976 jusqu'à 2002. Le dernier qui est signalé ici, c'était l'inventaire filmé des rues de la Croix-Rousse à Lyon. Ah d'accord, oui. Voilà. Ah oui, dans mon... Ah bah oui, vraiment. Ça, c'est un document ancien. Oui, maintenant c'est 3500 portraits. 3500. Donc c'est un document qui a 3 ans peut-être. Il y a quelqu'un qui a repris votre idée ou il y a que vous qui faites ça? Il y a 2 jours. Je vais vous répondre dans combien de secondes? Dans 30 secondes, parce que je vais changer de cassette. Ça, on a le temps encore. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc alors oui, je vais répondre à la question. La question c'était... Oui, est-ce que quelqu'un vous a pris votre idée Alors, très bonne question, parce que justement, très souvent on m'a demandé, justement, est-ce que, vu la simplicité du concept, je pense qu'on ne peut pas trouver un concept aussi simple que le cinématon. Au départ, quand j'ai eu l'idée du cinématon, j'ai réfléchi à plein de concepts différents. C'est-à-dire que je n'avais pas les moyens de faire des essais, donc je réfléchissais, et j'y ai réfléchi peut-être pendant 2 ans. Quel était le meilleur concept possible? Et j'avais plein d'idées, en fait. Et de toutes les idées que j'avais, j'ai choisi la plus simple. Et c'est sûr que si j'avais eu des concepts plus compliqués, la série se serait arrêtée très très vite, parce que ça aurait été beaucoup trop difficile à mettre en pratique, de faire des centaines et des centaines de cinématons. Si c'est compliqué, ça s'arrête, la série s'arrête d'elle-même. Donc, le cinématon est je dis même souvent, c'est le degré zéro du cinéma. C'est-à-dire vraiment, on ne peut pas trouver plus simple. C'est-à-dire, je retourne vraiment aux origines du cinéma. Les tout premiers films qui ont été faits dans le cinéma par les frères Lumière, donc dès 1895, tous leurs premiers films, c'est simple, ils ont leur caméra qui s'appelait cinématographe, qu'ils mettaient sur un trépied, et ils filmaient un événement. Alors ils avaient à peu près 45-50 secondes de pellicule à l'intérieur. C'était toujours un plan fixe. Alors ils filmaient la sortie des usines Lumière, donc la caméra était fixe, et on voyait tous les employés de l'usine qui sortaient. C'était le repas de bébé, c'est je crois un des enfants de la famille Lumière. Donc on voit les parents qui font manger le bébé, c'est un plan fixe. Et tous leurs films, c'est toujours un plan fixe. Voilà, ils ne se compliquaient pas la vie. C'était le début du cinéma. Bon, après, ils ont fait des travelling, ils ont mis leur caméra sur des péniches à Lyon, sur la Saône, sur le Rhône, ils ont fait des travelling sur les trains, donc ils ont fait les premiers travelling du cinéma. Mais au départ, c'était le plus simple. Donc,
les cinématons, on ne peut pas trouver plus simple. Ah, c'est pas possible. Et en plus, en cinéma muet, alors qu'en 1978, le cinéma est sonore depuis 50 ans. Oui, depuis 50 ans, donc c'est aussi un peu presque aberrant de tourner en cinéma muet en 1978. Bon. Donc, c'est le principe le plus simple. Donc, on va se dire, c'est tellement simple que n'importe qui peut refaire exactement les cinématons. C'est la première réaction qu'on a. Et en définitive, non. J'ai rencontré souvent des gens qui m'ont dit voilà, j'adore les cinématons, je trouve ça formidable, moi je vais en faire, ou j'en fais aussi. Très bien, ben, je les encourage même, hein, c'est parfait. Et chaque fois que ces personnes m'ont montré leur travail, ça n'avait strictement rien à voir avec les cinématons. En fait, déjà systématiquement, c'était toujours sonore. Donc le fait que ce soit sonore n'a plus rien à voir. Vous avez vu donc, dans les cinématons, le fait que les gens n'aient pas la parole, ça les oblige à se montrer d'une façon complètement différente. S'ils avaient eu la parole, à chaque fois, ils auraient fait un portrait qui n'a rien à voir. Donc déjà, le fait de tourner en muet, je suis presque incopiable. Alors pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas tourner en muet? Hein, vous pourriez me dire, mais oui, mais n'importe qui pourrait tourner en muet. Ben, il s'avère que les exemples montrent le contraire. Alors pourquoi moi je tourne en muet? Je crois que c'est ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai commencé les cinématons, j'étais un fanatique et un assidu des séances de la Cinémathèque à Paris, et j'adorais voir les films muets. J'étais fasciné par les films muets, j'adorais les chefs-d'œuvre du cinéma muet des années 20, les films de Dreyer, les films de Griffith, les films d'Abel Gans, d'Eisenstein, et vraiment, j'étais élevé au biberon de ces cinéastes-là. Et je sentais le muet comme... Enfin, vraiment, c'était mon truc à moi. Et en fait, quand je me suis lancé dans les cinématons, n'importe comment, je me suis dit, il faut qu'il soit muet. L'idée de sonore, j'avais eu l'idée de sonore, mais dans mon esprit, c'était pas ça. Et en fait, tous les gens, enfin, les quelques personnes que je connais qui ont essayé comme ça d'avoir l'idée de portraits un peu proches, jamais ils avaient envie de faire ça en muet. Eux, ils avaient envie de faire dire des choses aux gens. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai pas envie de leur faire dire des choses aux gens. Moi, j'ai envie d'aller à l'intérieur d'eux. Quand je parle à un moment donné, je crois que c'est à Lucia Sanchez, qu'est-ce que ça te fait d'avoir donné ton âme? C'est, je ne cherche pas à... Je ne demande pas aux gens de jouer un rôle, ou de dire des choses, ou même dire des choses très intéressantes, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur de la personne. C'est-à-dire que, c'est vrai, on est plus proche du portrait photographique ou du portrait peint avec le cinématon. Il y a quelque chose qui est un peu... Il y a une parenté. Ça n'a rien à voir avec la télévision. La télévision, vous n'imaginez pas des portraits qui seraient muets, des séries de portraits qui seraient réalisés par la télévision et qui seraient muets. C'est donc le fait que ça soit muet est déjà, je dirais, incopiable et infalsifiable, parce que on ne s'improvise pas comme ça cinéaste du muet. Il faut avoir été élevé au cinéma muet comme je l'ai été. Je ne suis pas le seul. Hein. Je pense à un cinéaste comme Philippe Garrel, qui est un grand cinéaste français et qui a fait plusieurs longs métrages entièrement muets dans les années 70 et qui sont des chefs-d'œuvre du cinéma reconnus dans le monde entier. Il est l'un des très rares cinéastes à avoir su faire des films entièrement muets. Il y a eu Andy Warhol aussi dans les années 60, les années 64-68. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais non, mais c'est une question que c'est vrai que les gens se posent souvent cette question-là. On a encore quelques minutes ou c'est fini? Non, c'est... Comme vous voulez. Ça dépend surtout de vous. Hein. Est-ce que vous avez des obligations? Oui. Vous avez peut-être faim? Non, mais je pense que... Et vous avez cinématoné Henri Langlois? Alors non, parce que... Alors, bon, déjà, je ne connaissais pas Henri Langlois. Je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Et quand j'ai commencé les cinématons, il était mort depuis 1 an. Il est mort, je crois, en janvier 77. Et voilà. Donc, mais évidemment, pour moi, ça aurait été formidable de faire le premier cinématon que ce soit Henri Langlois. Là, ça aurait été trop beau. D'accord.
Voilà. Bah, écoutez, on clôt cette séance donc. Voilà, pour ce qui me concerne, à la semaine prochaine. Si vous avez d'autres questions à poser, donc vous demanderez, enfin, vous pouvez poser les questions à Pierre Le Vigeois, qui connaît bien les cinématons, pour en avoir vu beaucoup, en avoir montré beaucoup. Donc, si vous avez d'autres, parce que vous allez voir, ça va travailler. Les cinématons posent des questions. Vous risquez de vous poser des questions que vous ne posez pas maintenant et qui vont germer comme ça dans les prochains jours. Voilà, bah, écoutez, bonne journée. Merci. Et bonne chance. Au revoir. Ah ben, je l'ai pas. Vous n'avez pas. Il n'a pas de petit, en fait? Non, peut-être que je Voilà. peut-être que je là, chez lui, je l'ai voir, il y a des gens. Oui, Moi, je... Et il m'a renvoyé un jour en disant que certainement c'est vous qui avez Oui, attends, reprécise-moi ta question. C'est pas ce que vous avez utilisé, Bernard.